Merci à tous. Alors un petit mot d'excuse parce que quand Françoise m'a invité pour participer, j'avais déjà une autre contrainte tout à l'heure, donc je vais devoir filer juste après. Mais je vais quand même vous prendre le temps de vous parler dans la lignée de la suite de ce que tu as expliqué ce matin. Quel est le statut de ce modèle cosmologique? On a eu des questions tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des rebelles? Est-ce qu'il y a du complot? Comment est-ce qu'on sait, on est des physiciens pour la plupart d'entre nous, quand savons-nous qu'un modèle est une bonne description d'un phénomène de la nature? C'est finalement ça qui nous intéresse en tant que physiciens. Alors, en un siècle, on a développé ce modèle de cosmologie relativiste qui a été construit, et ça, Françoise l'a rappelé. Et ce modèle est intéressant parce que c'est à la fois, cette discipline est une science très très jeune, elle a moins d'un siècle. On se rappelle le 30 décembre 1924, quand Edwin Hubble annonce à la Société américaine d'astronomie la découverte, la preuve de l'existence d'une autre galaxie, NGC 7822. Et après, aujourd'hui, on a ces grands relevés, ces images que vous voyez sur Internet, dans la presse. C'est avec ces centaines de milliards de galaxies, ces galaxies qu'on est capable de résoudre pour comprendre qu'elles ont différentes formes, différentes couleurs. Donc vous voyez l'éventail, en fait, le chemin parcouru en moins d'un siècle. Et pourtant, c'est une discipline qui est millénaire, puisque la plupart des questions que l'on tente d'aborder avec cette discipline sont des questions que les gens se posaient avant d'avoir écrit les équations d'Einstein. Est-ce que l'espace est immuable? Est-ce qu'il sera toujours là? Est-ce que les étoiles ont toujours été là? Est-ce que l'espace est fini, infini? Donc ces grandes questions qui parfois dépassent le cadre de ce que le modèle cosmologique scientifique peut affirmer. Alors ce modèle cosmologique et astrophysique a eu de nombreux succès, que Françoise a rappelé, l'expansion de l'univers, l'origine de la diversité de la matière, pas l'origine de la matière, de la diversité de la matière, la formation, l'évolution des étoiles et des grandes structures, comme Sandrine va peut-être le rappeler tout à l'heure. Aujourd'hui, on comprend un petit peu comment les galaxies se forment. Mais par ailleurs, il soulève de grandes questions, que Françoise a aussi rappelé. Qu'est-ce que c'est que cette manière noire, cette constante cosmologique qui sont là, que finalement on tourne autour depuis maintenant presque une quarantaine d'années et qu'on n'arrive pas à se débarrasser? Quelle est la nature physique de ces composantes? Et puis, avec des observations croissantes, on a de plus en plus de tensions qui sont naissantes. Celui sur la constante de Hubble, le problème peut-être de la courbure de l'espace qui pourrait éventuellement être un petit peu sphérique, le lithium. Et on voit que ces tensions naissent parce qu'on a des observations qui sont de plus en plus précises, avec des barres d'erreur qui s'affinent de plus en plus. Et c'est là que se pose la question de savoir quelle cosmologie est-ce que l'on veut faire. Est-ce que l'on veut faire, comme on le répète assez souvent aujourd'hui, de la cosmologie de précision, c'est-à-dire mesurer des paramètres avec des précisions croissantes dans un cadre conceptuel qui est fixé? Ça, c'est ce que fait la cosmologie standard. Elle a un cadre qui est bien défini, qui donne une description mathématiquement cohérente de notre univers, dans lequel on a un certain nombre de paramètres, entre 6 et 10, suivant la sophistication que vous voulez donner, qui sont mesurés avec des précisions croissantes. Alors ce cadre est important parce qu'il permet de prédire toutes les observables, et donc toutes les quantités que vous allez comparer aux observations. Et puis, il est nécessaire, il est sous-jacent à l'interprétation de toutes les observations. Ça aussi, nous le savons en science, on ne pense pas observation et modèle théorique indépendamment l'un de l'autre. On cherche toujours un accord entre une description théorique et un ensemble de faits expérimentaux ou observationnels. Et puis, c'est un cadre nécessaire pour aborder de nombreuses questions, comme la formation, l'évolution des galaxies, l'histoire chimique de notre univers. Voilà une première type de cosmologie. La deuxième cosmologie, ça serait la cosmologie de justesse, de se poser la question de savoir, peut-on être sûr que c'est un bon cadre? Alors le bon, entre guillemets, ce bon, il veut dire bon étant donné la précision des mesures que j'ai. Vous savez très bien que je peux avoir une théorie physique qui est une bonne théorie. Je vais améliorer la sophistication de mes mesures. Et bien ce cadre qui était un bon cadre conceptuel ne l'est plus et je vais devoir trouver une nouvelle théorie. Et donc ça, c'est la question que j'aimerais aborder. Est-ce que ce modèle cosmologique est un bon cadre pour interpréter toutes les observations étant donné la précision que les mesures commencent à avoir? Alors ce cadre, pour comprendre comment atteindre cet objectif, il faut rappeler que dans cette envolée que tu nous as faite d'un siècle, en fait, il y a 4 grandes étapes dans le développement du modèle cosmologique. Cette cosmologie relativiste qui va suivre la formulation de la relativité générale, où finalement la cosmologie, c'est un exercice de géométrie pour mathématiciens. Achille Papapetrou, qui était à l'Institut Henri Poincaré pendant des années au laboratoire de relativité, disait « La cosmologie est un sport ». C'est pas une science, c'est un sport. D'accord ? Donc vous faites des choses sérieuses et de temps en temps, vous faites votre sport. Donc voilà. Donc c'était pas quelque chose qui était relié à la réalité du monde, et peut-être que le grand penseur à ce niveau-là, c'est Georges Lemaître, parce que c'est le premier qui va dire que ces objets mathématiques, en fait, décrivent quelque chose de notre réalité. Il va falloir relier des choses qui sont sur notre papier, l'expansion de l'univers, avec des observations astrophysiques. Et ensuite, ça va amener à cette idée de Big Bang Show qui va se dire si l'univers est en expansion, il est plus dense dans ses phases primordiales.
c'est les années 40, la physique nucléaire se développe, on inclut la physique nucléaire dans le développement du modèle cosmologique. Ensuite, on va devoir comprendre l'origine des grandes structures. Il y a des galaxies, comment ces galaxies se forment et quelles sont les conséquences sur notre modèle cosmologique. Et puis ensuite, on va encore plus loin, on doit incorporer la mécanique quantique, c'est la cosmologie primordiale. Donc vous voyez, c'est comme une sorte de millefeuille avec 4 feuilles. Et chaque étape repose sur la précédente, elle étend le champ du modèle cosmologique, elle repose à chaque fois sur un jeu d'observation qui permet de valider les hypothèses de chacune de ces étapes, et elle pose des nouvelles questions. Et ce qui est important, c'est de voir la nature inclusive de la cosmologie. À chaque fois que vous comprenez quelque chose sur la nature de la matière, vous devez l'inclure dans votre modèle cosmologique. Aujourd'hui, par exemple, la question se pose de la masse des neutrinos. Jusqu'à il y a quelques années, on faisait des modèles de cosmologie avec des neutrinos sans masse. Aujourd'hui, nous sommes obligés d'ajouter la masse. Cela va influer l'évolution des grandes structures. Et en retour, éventuellement, nous allons pouvoir, par des observations astrophysiques, mettre des contraintes sur la masse de ces neutrinos. Donc vous voyez, cette nature inclusive qui va demander une description fine de la matière et de la géométrie. Alors, sur quelles hypothèses est-ce que repose ce modèle cosmologique? Il y en a un certain nombre, mais il y en a 4 qui sont vraiment importants. J'ai écrit les équations d'Einstein, parce qu'on ne peut pas ne pas écrire les équations d'Einstein. Et quelque part, on a une image de l'univers à partir desquelles on aimerait faire un modèle mathématique et physique. Et pour cela, on va avoir une équation qui va nous donner quelle est la géométrie de l'espace-temps étant donné son contenu en matière. Ces équations sont très belles, mais personne ne sait les résoudre dans leur pleine généralité. Ce sont des équations aux dérivées partielles, non linéaires, couplées. Aucun mathématicien ne sait les résoudre. Et on n'a même pas de théorème sur l'existence, l'unicité de ces solutions. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va chercher des solutions approximatives. Et pour cela, ça va nécessiter de faire un certain nombre d'hypothèses. Donc la première chose, on est dans le cadre de la relativité générale, c'est une théorie de la gravitation. Nous supposons que la gravitation est bien décrite par la relativité générale. Aujourd'hui, il n'y a aucune raison de penser que ce ne soit pas le cas. Aussi bien les tests en laboratoire, dans le système solaire, les ondes gravitationnelles nous prouvent que s'il y a déviation par rapport à la relativité générale, nous ne l'avons pas encore détectée. Il va falloir faire des hypothèses sur la matière. Quelle est la matière contenue dans notre univers? On va supposer que c'est la matière que nous connaissons, donc les particules du modèle standard de la physique des particules, auxquelles nous rajoutons ces matières. Donc je les ai mis en rouge puisqu'on ne les connaît pas par ailleurs. La matière noire froide, CDM en anglais, la constante cosmologique. Et puis surtout, on va faire une hypothèse. On ne va pas supposer qu'on va regarder chaque galaxie les unes après les autres. On va dire, en fait, c'est un gaz de galaxies. Donc on va faire une sorte d'approximation fluide. Alors ça peut sembler rien quand on fait de la physique statistique, on passe à un fluide. Mais en cosmologie, les équations que je vous ai écrites là sont des équations non linéaires. Et quand vous passez d'un ensemble de particules à un fluide, quelque part, il y a une moyenne qui est cachée. Et cette moyenne, en général, ne commute pas avec les opérateurs qui sont là. Donc il y a cette hypothèse-là, est aussi une hypothèse qu'il va falloir discuter. Ce qui veut dire que dans ce cadre-là, ce qu'est une galaxie, c'est un point. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas à ce que Sandrine va nous raconter tout à l'heure, quelle est la nature de ces galaxies. En fait, on les considère comme des points. Et ensuite, on va s'intéresser finalement à la nature physique de ces objets. Ce n'est pas suffisant. En fait, les solutions, si on faisait que ces hypothèses-là sur la physique, c'est pour ça que je les ai mis en jaune, ça ne serait pas suffisant. Il faut aussi faire des hypothèses de symétrie, simplifier les symétries de notre univers. Et pour cela, on va utiliser un principe de symétrie qui est le principe copernicien, qui va stipuler que nous n'occupons pas une place particulière dans l'univers. Et donc, quand on fait la construction mathématique associée à ce principe, ça veut dire que la distribution de matière spatialement est homogène et isotrope, la même en tout point et la même dans toutes les directions. Donc vous voyez, ça c'est pas une hypothèse sur la physique, c'est une hypothèse sur les solutions de ces ensembles de théories physiques. Et puis ensuite, on peut se rendre compte que restent encore des propriétés non déterminées, même si j'ai trouvé la géométrie, cela ne détermine pas complètement la topologie, de savoir est-ce que l'univers va être fini ou infini. On peut avoir différentes topologies. Mais là, c'est une hypothèse sur certaines propriétés des solutions d'un cadre théorique. Donc vous voyez, elles ne sont pas toutes au même niveau. Ce qui est important, c'est qu'on va devoir faire ce modèle cosmologique à partir de ces idées, de ces hypothèses, et on doit déterminer surtout comment un observateur qui vit dans un tel univers observe le monde, puisque ce sont ces quantités qui vont être comparées aux observations. Donc nous sommes à l'intérieur de l'univers, nous avons un seul univers, et nous ne voyons qu'une partie finie de l'univers. Souvent, je disais à des amis chimistes, c'est comme si vous étiez dans votre bocal, il y a des réactions chimiques, et depuis l'intérieur, en voyant une petite partie de la solution, vous devez comprendre ce qui se passe. Donc ça, c'est un petit peu ça, faire de la cosmologie, c'est un peu difficile. Donc ça va créer des limitations dans ce qu'on va être capable d'expliquer.
Par ailleurs, ce cadre est important parce que tous les paramètres cosmologiques dont on parle, la constante de Hubble, les paramètres de courbure, la quantité de matière, sont définis dans ce cadre. Si je change de cadre, eh bien, je vais devoir redéfinir ces paramètres. Donc la mesure de ces paramètres est intrinsèquement liée à leur définition. Et l'interprétation des observations aussi repose sur ce cadre, puisque quand je vois des objets, la lumière se propage, et la lumière se propage dans une certaine géométrie, et donc elle va influencer ce que je vais être capable de voir. Et donc de nombreuses affirmations n'ont aucun sens si on est en dehors de ce cadre théorique-là. Donc là, j'ai deux exemples, je ne vais pas vous les expliquer parce que je ne vais pas avoir le temps, mais juste pour qu'on en ait conscience. Ça, j'avais donné ça à des étudiants. On affirme souvent que l'univers a 13,8 milliards d'années. C'est une phrase qu'on répète partout. Quelles sont les hypothèses qui sont sous-jacentes à cette affirmation? Alors, j'ai fait un petit cadre là, je ne vais pas vous expliquer toutes les flèches, mais il y a des hypothèses sur la validité de la relativité générale, sur le principe copernicien, sur la façon dont les observations sont interprétées. Et en fait, on voit à chaque fois ce que ça nous permet de construire pour arriver jusqu'à l'âge de l'univers, qui d'ailleurs, il y a eu une question tout à l'heure, il faut être capable de définir ce que c'est que l'âge de l'univers. Ce n'est pas quelque chose que l'on mesure, c'est quelque chose que l'on calcule. Et en particulier, il va falloir donner, donc c'est un âge qui serait mesuré par un certain type d'observateurs qui sont des observateurs théoriques en fait, entre la singularité, donc déjà il faut avoir la preuve d'une singularité, ça encore, ça dépend de ce cadre-là, et aujourd'hui. Donc vous voyez que quand vous mettez tout à plat, savoir ce qui est sous-jacent à cette observation est quelque chose de très important. Alors un deuxième exemple, c'est sur l'interprétation des observations. Ça, je me suis cassé les dents pendant des années là-dessus, parce que quand on va prendre une théorie, on ne va pas avoir un univers que l'on va comparer à notre univers. On ne veut pas savoir si Andromède se trouve là et si M33 se trouve là-bas. Non, c'est pas ça. On va déterminer des propriétés statistiques de distribution d'un certain nombre d'objets, la distribution des galaxies. Et donc, vous voyez que ces prédictions sont de nature complètement statistique. Ça, c'est justifié par les conditions initiales qui nous viennent de l'inflation, qui viennent de la mécanique quantique. Et donc, ce que l'on veut avoir, c'est accès à une distribution, une moyenne, une variance, des propriétés statistiques de ce qu'observe un observateur dans cet univers. Mais là, ça veut dire, qu'est-ce que vous faites? Vous avez des conditions aléatoires avec certaines propriétés et vous allez moyenner. Eh bien, moyenner, ça veut dire que vous allez considérer des univers qui sont des univers observables, différents, vus par différents observateurs. Le problème, c'est que vous n'êtes qu'un seul observateur, vous n'avez accès qu'à un seul ciel. Problème générique en physique, j'ai une distribution, je ne fais qu'une seule observation. À quel point est-ce que je peux savoir que cette observation colle avec mon interprétation? Donc, quelque part, dans cette façon de faire de la cosmologie, et vous voyez le fait que j'ai des barres d'erreur théoriques qui sont assez grandes ici, ça vient du fait du nombre de volumes que je vais pouvoir avoir et de la représentation en fait, des modes que je vais pouvoir avoir dans mon univers observable. Donc quelque part, eh bien, l'hypothèse d'un univers très grand devant l'univers observable est sous-jacente dans cette façon de comparer les observations et les prédictions théoriques. Alors en une vingtaine d'années, on a pas mal avancé sur cette idée de tester les hypothèses du principe cosmologique. On a créé plusieurs thèses de la théorie de la relativité générale, je vais vous en montrer un, qui peuvent venir soit directement avec les grandes structures, soit tester le principe d'équivalence d'Einstein, en particulier avec les constantes de la nature. Aujourd'hui, on a des nouveaux tests qui vont arriver avec les ondes gravitationnelles. Depuis 2008, on a une technique pour tester le principe copernicien, ça c'est assez marrant. On peut tester l'isotropie de l'expansion, on peut tester la topologie de l'univers. On a mis des contraintes sur la taille de l'univers par rapport à celle de l'univers observable et un certain nombre d'autres choses que l'on peut tester. Ces tests, ce sont des tests de cohérence. Si vous trouvez que ça marche, ça veut dire que vous allez augmenter le degré de crédibilité des hypothèses sur lesquelles repose le modèle. Si ça ne marche pas, ça ne vous dit pas quelle est la solution. Ça vous dit qu'il y a une faille. La faille est plutôt vers la relativité générale, peut-être pour le monde que Françoise aime beaucoup. Et vous voyez, ça va nous donner une sorte de fil d'Ariane à suivre pour savoir comment étendre ce modèle cosmologique. Alors je vais vous donner deux exemples pour vous montrer comment on peut faire ça. Je me suis mis dans le système solaire et on affirme qu'en 1919, Eddington, en mesurant la déflexion de la lumière, a testé la relativité générale. Qu'est-ce que ça voulait dire en fait? Eh bien, il n'a pas utilisé que la déflexion de la lumière, il a fallu qu'il utilise deux choses. Si vous avez les orbites planétaires, vous pouvez penser à vos lois de Kepler qui marchent aussi bien en relativité générale, vous allez avoir des observables qui sont les périodes et les tailles des orbites, à partir desquelles vous allez avoir une mesure de la constante de gravitation fois la masse du Soleil, qui vient de la dynamique d'objets massifs. La relativité générale vous donne un angle de déflexion
en fonction d'un paramètre d'impact que vous êtes capable de mesurer, et puis toujours la masse de notre étoile et la constante de gravitation. Donc ce que vous avez, c'est que vous avez deux déterminations de G fois la masse du Soleil. Et ce que vous vérifiez, c'est que les deux sont en accord. Si on n'avait pas mesuré la masse du Soleil, la déflexion de la lumière serait simplement une mesure de la masse du Soleil et pas un test de la théorie de la relativité générale. Donc ça, vous pouvez vous dire, mais je peux le généraliser. Est-ce que je peux avoir accès à la dynamique d'objets massifs et la dynamique de la lumière? Est-ce que je peux comparer s'ils me donnent la même chose en ce qui concerne la géométrie de notre univers? Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. L'idée qu'on avait eue, c'est avec Francis Bernardo en 2000. C'est à l'époque de Noël, d'ailleurs, on traînait à l'IAP, je ne sais pas pourquoi. Il y avait ces photos qui avaient été faites par Stéphane Colombi. Et en fait, on voit qu'on peut avoir la distribution de la matière et puis les effets de l'antigravitationnel qui vont nous donner une information sur les deux potentiels gravitationnels que l'on doit considérer en relativité générale. Par ailleurs, si on est capable de mesurer la distribution des vitesses, on va aussi avoir une information sur le potentiel gravitationnel. À quel point ces trois observables sont en accord avec la façon dont elles sont reliées si on fait l'hypothèse de la validité de la relativité générale. Alors ça, c'est quelque chose qui maintenant se développe. Ça permet de faire des tests de la relativité aux échelles astrophysiques avec un certain nombre de problèmes. On ne connaît pas les conditions initiales. On a le lien de la matière que l'on voit, c'est une matière visible. Quel est le lien entre cette matière et la matière noire, puisqu'on ne fait qu'un mapping de la matière lumineuse. C'est mis en application dans un certain nombre de relevés actuellement, et c'est un des objectifs de la mission Euclide qui va être lancée dans quelques années. Et donc là, on voit que dans les années qui vont venir, on va sûrement être capable d'améliorer la validité de la relativité générale aux échelles astrophysiques. François, tu me dis quand tu veux que je m'arrête, hein, parce que tu me connais, je suis très bavard. Le principe copernicien, pour moi, c'est une chose qui, pour moi, était le plus agréable à comprendre. C'est que dans tous les livres jusqu'en 2008, on lisait que comme on observe l'univers depuis un seul point de l'espace et du temps, on ne peut pas tester cette hypothèse d'homogénéité. On ne peut pas aller voir l'univers observé par quelqu'un dans une autre galaxie. Et donc toute l'information que nous avons, elle nous vient de notre cône de lumière. Ce n'est pas tout l'univers, c'est une section de notre univers. Il y avait déjà des théorèmes mathématiques qui nous disaient que même si on était capable d'avoir toute la structure géométrique le long du cône de lumière, cela ne permettait pas de reconstruire de façon non ambiguë la géométrie de notre espace-temps, donc déjà une limitation dans ce qu'on pouvait faire. Et la question était de savoir comment est-ce qu'on peut tester le principe cosmologique. Donc dans mes cours, même dans mes livres, au départ, je disais que c'était un principe non testable. J'avais été un peu trop influencé par George Ellis, jusqu'au jour où je me suis dit, mais en fait, c'est pas vrai, parce qu'on voyage dans le temps à la vitesse de 1 seconde par seconde, et le cône de lumière que l'on a n'est pas le même aujourd'hui que celui qu'on aura dans 10 ans. Et donc on doit voir l'évolution, en particulier du redshift de tous les objets. Et si vous regardez, vous avez de l'information qui n'est pas le long du cône de lumière, mais qui est perpendiculaire. Et là, vous pouvez montrer que ça vous permet de tester l'hypothèse d'homogénéité de l'univers. Donc là, on est capable de le faire. Il y a plusieurs méthodes aujourd'hui, et en particulier avec le fond diffus cosmologique, on peut avoir de l'information à l'intérieur de notre sphère observable, pas simplement sur notre sphère observable. Donc ça, c'est un petit peu le genre de test que l'on peut être que l'on peut développer. Il y en a beaucoup d'autres. Ceux-là, je les passe, voilà. Comme ça, je vais directement à la conclusion. Ben oui, c'est normal. Donc dans ce cadre standard, ce qui est important, c'est qu'il est efficace, bien défini, cohérent, et on a ces problèmes avec ces tensions naissantes et ces problèmes d'interprétation. Un des acquis, et François en a parlé, c'est finalement cette histoire de l'univers qu'on est capable de reconstruire à partir d'observations et de physique. Ce qui est important pour moi à souligner, c'est que toutes les observations qui vont jusqu'à la nucléosynthèse primordiale sont à des échelles d'énergie, typiquement d'une centaine de MeV, qui sont extrêmement bien testées en accélérateur. On n'a pas de physique exotique pour expliquer ce qui se passe entre 1 millième de seconde après le Big Bang et aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et puis après, on va plus loin, il y a des questions qui se posent, mais il y a beaucoup d'idées. À mon avis, on ne peut pas considérer que ce sont déjà des théories scientifiques puisqu'elles ne font pas de prédictions sur le monde. Donc on ne peut même pas les exclure. Et comme je vous l'ai dit, la question, c'est est-ce que ce cadre est toujours adapté ou trop simpliste? Et c'est super intéressant aujourd'hui parce qu'on est dans cet âge d'or où on a tous ces relevés qui arrivent. On va pouvoir en faire énormément de choses. On va pouvoir les combiner. On a des nouveaux outils avec les ondes gravitationnelles, avec les simulations numériques qui nous permettent de simuler des univers et de les comparer à notre ciel, en particulier avec des techniques informatiques que je ne maîtrise pas du tout. Et ce qui va nous permettre de discuter quelque chose qui est fondamental, c'est la limitation inhérente de ce que l'on peut expliquer. Des questions auxquelles on va pouvoir apporter une réponse et éventuellement dire que pour certaines réponses, on ne va pas pouvoir affirmer les choses. Voilà. Et puis,
pour les théoriciens, la cosmologie primordiale, ou qui est peut-être le seul cadre avec les trous noirs, où la mécanique quantique, la relativité générale et les observations sont là en même temps. Donc on va pouvoir peut-être éventuellement tirer ce petit fil du lien entre la mécanique quantique et la relativité générale. Alors je vous laisse avec ce dernier transparent où j'ai fait une liste finalement de là où on devrait aller, les problèmes observationnels, le problème du lithium, le débat de la constante de Hubble, où là vous voyez en fonction du temps les barres d'erreur. Sur le fond diffus cosmologique en rouge et sur les échelles de distance à partir des céphéides en bleu, vous voyez que c'est parce que les barres d'erreur se sont affinées qu'on a un problème de cohérence. Donc là, c'est comme souvent en physique, à une échelle plus grande, à une moins bonne précision, on peut dire que le modèle est juste. En améliorant les barres d'erreur, on a augmenté la précision, mais on ne sait plus si le modèle est encore juste à cette précision-là. Donc ça, c'est ce que on va être capable de faire. Et la barre verte, c'est ce qu'apportent les ondes gravitationnelles. Ça va s'affiner aussi. Donc on va avoir au moins 3 mesures indépendantes qui vont devoir coïncider. Donc vous voyez, ça, c'est un peu la dynamique de la cosmologie actuellement, avec des grands problèmes et aussi des outils pour pouvoir continuer à poser des questions. Je vous remercie beaucoup.